Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur le thème toujours de l'immobilier où je vais parler de l'investissement immobilier pour les expatriés. Mais en fait, toutes ces informations vont également concerner les personnes qui se trouvent, en fait, qui sont résidentes et qui se trouvent en France, parce qu'en général, le process est le même. Après, c'est vrai que pour les non-résidents, il y a des étapes qui sont légèrement différentes, légèrement un peu plus compliquées que les résidents qui sont en France. Donc cette série de vidéos, il y aura plusieurs vidéos qui vont traiter sur tous les thèmes, sur tous les processus d'un achat immobilier. Donc cette masterclass ou cette série s'appelle Comment investir dans l'immobilier rentable en France depuis l'étranger quand on est expatrié et non résident. Parce que bien entendu, ici l'idée c'est d'investir dans des biens immobiliers depuis l'étranger, mais des biens immobiliers qui sont bien entendu en France, mais qui sont également rentables. Alors, première question, pourquoi je fais cette série de vidéos sur l'investissement immobilier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, bon, là, je commence bon, avec les quelques vidéos YouTube que j'ai fait, mais avec les personnes avec qui j'ai déjà discuté des investissements que j'ai déjà réalisés en France, et j'en ai fait plus d'un pour le moment. J'en ai même fait plusieurs. Et en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé en fait mon retour d'expérience parce que eux aussi voulaient faire la même chose. Donc souvent, ça se passe sur voilà, est-ce que tu es dispo pour un verre, est-ce que tu es dispo pour prendre un café et puis euh, suite à cette rencontre, en fait, s'ensuit un échange lié à mon retour d'expérience par rapport à des investissements que eux ont fait ou qui se sont mal passés ou qui voudraient faire dans le futur. Donc en termes de profil, on a de tout, hein. On a des personnes qui partent sur un premier investissement. Et ça peut être des personnes qui sont assez, voilà, qui débutent dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et puis il y a des personnes un peu plus seniors, des directeurs généraux, managing directors, directors, et des personnes qui sont à leur voilà, investissement numéro X et qui veulent justement optimiser leur investissement parce que bah, dans le passé, ils avaient fait des investissements plutôt sous l'effet coup de cœur, mais qui sur le long terme n'ont pas été forcément satisfaits par la rentabilité de leurs investissements. Donc pourquoi ces vidéos sur le thème de l'immobilier? L'idée c'est de partager le plus de valeur possible pour que ces informations soient bah, disponibles sur YouTube au plus de monde possible et bien entendu de manière tout à fait gratuite. Donc là, sur certains thèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nécessitait un peu plus de temps de préparation. Donc là, je suis plutôt dans un aspect plutôt général, mais un aspect général qui aideront plusieurs personnes qui se lanceront en fait ou qui sont sur le point de se lancer sur un investissement immobilier. Je pense qu'avec les éléments que j'ai mis là dans toutes ces slides permettront déjà à plusieurs personnes d'éviter de faire des erreurs qui, euh, qui peuvent coûter très cher et de l'énergie sur le long terme. Donc l'agenda, première partie, introduction, présentation, mon track record, parce que là aujourd'hui je suis en train de parler d'immobilier, mais moi est-ce que j'ai fait de l'immobilier, est-ce que ça s'est bien passé ou pas, grosso modo qui je suis pour parler d'immobilier, et c'est bien aussi de parler dans un premier temps d'un track record, parce que le track record, valide ou pas, grosso modo la confiance qu'on peut apporter à une personne. Bien entendu, moi là je présente des choses, mais après toi qui regardes cette vidéo, c'est bien, tu seras je vais dire, dans l'obligation de faire également tes propres recherches avant de m'écouter. Première partie, mindset, c'est important d'avoir un mindset, comprendre l'investissement, comprendre l'immobilier. Partie 2, recherche et identification du bien immobilier. Pourquoi un bien immobilier est intéressant et pourquoi un autre ne le serait pas. Partie 3, négociation, offre d'achat. Partie 4, fiscalité. Partie 5, important, nerf de la guerre pour investir dans l'immobilier, c'est la partie banque et financement. Sans investissement, sans financement, il n'y a rien. Partie notaire, la gestion immobilière, est-ce qu'on gère soi-même, est-ce qu'on délègue? Pareil pour la gestion comptable, est-ce qu'on gère soi-même, est-ce qu'on délègue? Partie 9, travaux et rénovation. Bien entendu, il y a la partie maintenance qui est en général assez nécessaire à tout bien immobilier qui se respecte. Partie numéro 10, la partie juridique. Et partie numéro 11, comment optimiser et recommencer le processus. Alors, première partie pour commencer, qui je suis en fait. Moi, qu'est-ce que je fais? Donc c'est vrai que j'habite à Hong Kong maintenant depuis... donc je suis non résident
ou résident de l'étranger, comme on peut appeler ça fiscalement. Donc j'habite à Hong Kong, maintenant ça va faire bientôt 7 ans que je suis à Hong Kong, et en fait, pourquoi je suis à Hong Kong et comment j'en suis arrivé là. Donc au niveau de mon parcours, grosso modo, moi j'ai un parcours plutôt international. Donc au départ, donc, j'ai fait des études en France et aux États-Unis. Donc j'ai mis le petit drapeau aussi UK, donc Angleterre, parce que j'avais fait un stage aussi à Londres à l'époque. Donc j'ai fait des études dans un premier temps en IT, donc Information Technology ou en informatique pour, euh, pour les Français. Ensuite, je suis parti sur un master plutôt management et finance, et j'ai un master, en fait, master business administration, donc plutôt niveau MBA. Ensuite, une fois que j'ai été diplômé, j'ai fait un an d'études, en fait, j'ai travaillé un an de salariat aux États-Unis, en Floride, dans le domaine des télécommunications, donc AT&T plus précisément. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai fait 8 ans de salariat, donc dans un premier temps dans l'énergie, donc c'est tout ce qui était Alstom Power notamment, et finance maintenant, c'est tout ce qui est grosso modo banque d'investissement aussi pour une banque française. Et depuis maintenant 7 ans, bientôt 7 ans, je suis à Hong Kong et je travaille toujours dans le domaine de la finance. Et point numéro 5, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pratiquement plus de 40 pays, principalement Amérique, donc États-Unis, Mexique, Canada, l'Amérique du Sud. J'ai pratiquement fait tous les pays d'Amérique du Sud, beaucoup de pays en Asie, Moyen-Orient aussi, très peu, bizarrement, très peu l'Afrique et très peu aussi l'Europe. Mais bon, ça, c'est des pays que je pourrais faire plus tard, et pas mal de petites îles au Pacifique aussi. Alors, au niveau du track record, qu'est-ce que moi personnellement j'ai fait? Donc, au niveau de l'acquisition immobilière, donc j'ai acquis donc un appartement. Donc ça, c'était à l'époque. Donc là, je mets track record à distance depuis Hong Kong. Mais en fait, voilà, 90% des choses se sont faites lorsque j'étais à Hong Kong. Il y a juste le premier appartement que j'ai fait à l'époque où j'étais toujours en France. Donc à l'époque où je commençais tout juste en fait la vie active. Donc le premier appartement que j'ai acquis, c'était un appartement en VFA, donc vente en état de futur achèvement. Donc c'était un appartement acheté sur plan sur la région lilloise. Et depuis que je suis sur Hong Kong, j'ai acquis 3 immeubles de rapport qui se composent de 5 locaux commerciaux et pour un total de 21 appartements. Donc si je fais un peu le breakdown de tous ces appartements et immeubles, donc il y a un appartement en région lyonnaise, un immeuble de rapport dans la région nord et 2 immeubles de rapport sur la région Grand Est. Au niveau de la rénovation immobilière, j'ai fait aussi pas mal de travaux parce que grosso modo, le premier immeuble que j'ai acheté, j'ai gardé les 4 murs et j'ai tout refait. Donc j'ai rénové entièrement cet appartement. Bien entendu, en plus des appartements, il y a tout ce qui est partie commune, mais bon, ça, je ne le mentionne pas, on va dire, on va dire, inclus dans la partie rénovation de l'immeuble. Ensuite, rénovation de 2 appartements, donc ça, c'est suite à l'autre immeuble que j'ai acheté, donc le premier immeuble sur la région Grand Est. Et puis ensuite, j'ai rénové légèrement, on va dire, 2 appartements entre donc les sorties et les entrées des prochains locataires. Donc ça, en fait, sur la chaîne YouTube, j'ai mis quelques vidéos de rénovation d'appart avec les plans virtuels Matterport. Donc tout ça est disponible sur la chaîne. N'hésite pas à regarder les vidéos, à t'abonner, à liker, j'en profite. Et au niveau des procédures juridiques, donc j'ai fait faire lancer avec donc huissier, avocat, 4 procédures juridiques. Donc un pour un litige au tribunal administratif de commerce contre une société de travaux, grosso modo, qui n'a pas forcément respecté les termes et conditions du contrat et devis signé. Donc là, j'ai eu gain de cause. Et 3 procédures d'expulsion pour loyer impayé, où là aussi j'ai eu gain de cause. Bien entendu, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans la partie juridique. Mais bien entendu, au départ du process, il y a toujours la partie discussion, négociation, communication. Et puis à partir de là, après, lorsqu'il y a des solutions proposées, si ces solutions proposées sont refusées par la partie adverse, à partir de là, il y a un lancement d'une procédure via huissier, avocat, etc. pour que la justice tranche. Donc voilà pour le tracking record. Là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, au niveau de l'acquisition ou de la rénovation ou des procédures juridiques, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, quand le process est maîtrisé,
qu'on fasse une opération, deux opérations ou 10, à un moment c'est à peu près, on va dire, la même chose. Voire on optimise toujours pour optimiser des postes, de temps, d'efforts. On peut, au niveau de la délégation, accélérer la délégation ou limite augmenter le niveau de confiance dans la délégation versus la première opération où on a souvent envie de tout faire soi-même. Et plus on arrive on va dire, dans la maîtrise, et plus on va déléguer, faire confiance, parce que tout simplement, dès le départ, on va poser les bonnes questions et on va éviter les pièges qui peuvent coûter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Ok, donc comment investir dans l'immobilier rentable en France depuis l'étranger quand on est expatrié et non résident? Donc concrètement, quelles sont les étapes à suivre et qu'est-ce qu'il est important de comprendre? Alors je ne vais pas dire de masteriser ou de maîtriser, mais dans un premier temps de comprendre pour se poser les bonnes questions. C'est important de se poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur de poser les bonnes questions pour justement que la personne en face puisse répondre en apportant des éléments qui vont rassurer. En général, quand on a un vendeur en face qui refuse de répondre aux questions, c'est que en fait, cette personne cache des informations et souvent, le fait de cacher ces informations, c'est que tout simplement, soit il y a un vice de procédure, soit il y a un vice caché ou tout simplement, en fait, il y a tout simplement une arnaque en vrai. Donc, la partie numéro 1 qui est très important, c'est avant même l'immobilier, en fait, c'est comment en fait, tout simplement comprendre l'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement avant même de comprendre l'immobilier. Et puis ensuite, une fois qu'on aura compris l'investissement et qu'on aura compris l'immobilier, à partir de là, on sera, on va dire, immunisé contre, entre guillemets, les mauvaises affaires. Donc, première partie, donc là, il y aura, dans cette première partie, on va dire, il y a 3 sous-parties. La première, c'est développer une mentalité d'investisseur, patience, persévérance et gestion des risques. La deuxième sous-partie, c'est l'éducation financière. Il est important en fait de faire des recherches, de se former sur le long terme, dans la continuité pour toujours améliorer ses compétences en investissement et j'ai même envie de dire ses compétences dans l'éducation financière. Et finalement, sur cette première partie, troisième sous-thème, comprendre les bases de l'investissement immobilier et surtout pourquoi l'immobilier est un concept clé en fait, de la rentabilité. Ça, c'est important de comprendre ça. Pourquoi un bien est rentable versus un autre bien qui, lui, ne sera pas rentable. Et bien sûr, comprendre l'appréciation de la valeur et les flux de trésorerie d'un bien immobilier. Donc, première partie, développer une mentalité d'investisseur, patience, persévérance et gestion des risques. Bien entendu, dans l'immobilier, on sait qu'une transaction immobilière, ça ne se fait pas en 2 jours. Ça prend du temps. En général, une transaction immobilière, ça va se faire sans forcer les choses facilement en 6 mois. Et encore, je ne prends pas en compte les vacances scolaires, les vacances d'été, les jours fériés, parce que ça peut aller au-dessus de ça, sachant que dans un processus immobilier, il y a la négociation, l'achat, avant ça, il y a la partie notaire, et entre les deux, il y a la partie financement qui peut prendre du temps en fonction des banques qui sont interrogées. Donc pourquoi la patience est nécessaire dans l'immobilier? Les investisseurs en fait prennent du temps pour mûrir et offrir des rendements significatifs. Donc là on parle effectivement des investissements, là on parle d'un bien immobilier, donc un bien immobilier en fait pour s'apprécier, il va s'apprécier sur le long terme, sur le très long terme. En général, pourquoi un bien s'apprécie? Un bien, ce qu'il faut savoir, un bien immobilier, c'est que sur le long terme, quand il est bien placé, bien entendu, il y a des paramètres à savoir sur l'emplacement. Pourquoi un emplacement est de qualité? Parce que il y a des transports à côté, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des axes de communication, de transport, il y a un axe internet, téléphonie, voilà. Tout ça, en fait, ce sont des facteurs qui vont faire qu'il y aura de la demande sur un bien immobilier. Bien entendu, un point très important, j'ai parlé des écoles, des hôpitaux, mais il y a le bassin d'emploi. Est-ce qu'il y a des entreprises à côté qui vont générer un flux de personnes aux alentours? Donc voilà, tous ces facteurs-là vont permettre sur le long terme en fait, d'avoir un bien immobilier qui va s'apprécier. En plus de ça, il y a la stratégie de la mairie locale. Est-ce que la mairie locale investit dans des projets sur le long terme qui vont développer la ville? Si c'est le cas, cela peut avoir un impact positif sur le bien immobilier. A contrario, si on a une mairie qui n'investit pas,
si on a un manque, on va dire, une population qui est en fuite de cette zone pour aller plutôt dans la capitale Paris, pour aller plutôt dans les grandes écoles qui se trouvent en dehors de cette ville, en fait, il peut avoir un impact négatif sur la valeur du bien. Donc tout ça, c'est des choses à maîtriser, bien entendu. Bon, il y a d'autres facteurs que j'ai mis dans une stratégie, que je ne vais pas rentrer dans le détail là parce qu'elle est longue, mais grosso modo, généralement, ce sont les points qui vont impacter positivement ou négativement un bien immobilier. La persévérance, bien sûr, il est important de ne pas abandonner face aux obstacles et aux revers, car l'immobilier comporte souvent des défis imprévus. Alors, ce qu'il faut savoir, alors aussi sur l'appréciation du bien immobilier, bien entendu, là, on n'est pas sur une stratégie Bitcoin qui fait 75% en 2 jours. Là, un bien immobilier, bien entendu, comme expliqué précédemment, il va s'apprécier sur le long terme, sur plusieurs années, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. Donc là, en général, quand on est sur l'immobilier, on est plutôt sur des stratégies qui sont longues versus des petites stratégies dans l'immobilier qui peuvent être plutôt court terme comme de l'achat-revente. Donc là, achat-revente, on va plutôt acheter le moins cher possible, on va rénover et on va revendre pour faire un bénéfice qui est en général supérieur à 30%. Mais là, je ne vais pas forcément rentrer dans l'achat-revente parce que quand on est à distance, c'est un peu plus compliqué que d'être sur ce type de stratégie. Donc au niveau de la persévérance, très important. Pourquoi ? Parce que le bien immobilier qui est rentable, le bien immobilier parfait ne se trouve pas du premier coup. Donc il va falloir rechercher, parcourir les annonces, discuter avec les agents immobiliers. Et en général, il y a toujours des allers-retours entre ce que l'agent immobilier propose et le bien qui est sélectionné. Donc voilà, il faut être persévérant, il ne faut pas abandonner au premier bien immobilier qui ne serait pas de qualité. Ou des fois, on est sur un bon bien immobilier, on fait une offre d'achat et le vendeur refuse. Il refuse parce qu'il y a un autre client. Voilà, c'est pas la fin du monde, il faut continuer dans les recherches et toujours persévérer. Des biens immobiliers en France, il y en a plein. C'est pas la fin du monde si on en rate un, il y en aura 150 de dispo quelques semaines après. Donc ça, c'est aucun problème. Et bien entendu, la gestion des risques, différentes façons de minimiser les risques, telles que la diversification de son portefeuille et la réalisation d'une analyse approfondie avant d'investir. Bien entendu, au niveau des biens immobiliers, on peut diversifier son risque en ayant des biens immobiliers, par exemple, qui sont éparpillés, on va dire, dans différents points géographiques de la France. Donc là, en fait, on va se diversifier contre un risque, je ne sais pas, par exemple, un risque sismique, un risque climatique ou un risque, par exemple, de l'emploi aussi. On peut être dans une zone qui est très dynamique au niveau de tout ce qui est recrutement, école, étudiants, et prendre un peu plus de risques en étant dans une zone plutôt rurale, où il y a moins d'écoles, où il y a moins d'entreprises. Mais là, on va plutôt avoir comme target de, par exemple, louer à des personnes âgées. Donc là, on va peut-être avoir moins de personnes au kilomètre carré. Mais par contre, lorsque c'est loué, c'est loué. Là, je prenais l'exemple des personnes âgées. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand une personne âgée s'installe dans un logement, en général, plus tard, elle va être moins mobile qu'une jeune personne qui va être amenée à quitter la France pour aller à l'étranger, changer de ville pour aller dans une ville plus dynamique. En général, une personne âgée, elle a besoin d'un logement, d'un confort. Donc, quand elle a un logement, en général, elle y reste pour un moment, surtout si le confort y est correct. Ok, donc pourquoi concrètement investir dans l'immobilier ? L'objectif, on le sait, c'est de générer de la valeur. En plus de la valeur, on peut aller sur d'autres tableaux, c'est-à-dire en plus de générer de la valeur, c'est-à-dire l'appréciation du bien immobilier, on va viser aussi la génération de revenus via du cash flow. Donc pour ça, il faut que le cash flow soit positif. Également, ce que j'ai mis, c'est le hedge contre l'inflation. Donc hedge, on peut le traduire par une protection contre l'inflation. Comment est-ce qu'on se protège contre l'inflation ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on achète un bien immobilier, on fait un prêt auprès d'une banque. Donc quand on fait un prêt, la chance qu'on a en France versus les pays anglo-saxons, c'est que les taux en fait, sont loqués, en fait, sont figés, sont fixes sur 20, 25 ans, voire plus. En général, on est plutôt, en tant qu'expatrié, on est plutôt sur du 20, 22 ans. Mais les taux sont figé. C'est-à-dire que si on emprunte, je sais que dernièrement on avait des taux à 1,4, aujourd'hui c'est plus le cas,
Mais si on emprunte à 1,4 et que demain on a une inflation à 5-10%, en général, on paye toujours 1,4 le prix en fait, le taux du crédit. C'est-à-dire qu'on est protégé contre la fluctuation des prix, des autres produits de consommation qui augmentent. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, je donne un exemple, on a le prix d'une denrée alimentaire qui augmente de 10%. En fait, nous, on n'est pas impacté parce que notre crédit, en fait, il est toujours à 1,4%. Donc, en gros, on est protégé contre l'inflation. Et en général, ce qui est intéressant aussi, c'est que les loyers suivent, il y a toujours un petit pourcentage d'inflation. Donc, les loyers, eux, vont augmenter. Mais par contre, le remboursement du prêt, elle, reste fixe. Et également, le point intéressant, c'est que quand les taux, eux, diminuent, parce que parfois ils peuvent augmenter, mais ils peuvent aussi diminuer, quand ils augmentent, il n'y a pas d'impact sur le taux du crédit, versus quand on emprunte, par exemple en Angleterre, on a des prêts à taux variable, pareil aux États-Unis. À l'époque de la crise des subprimes, on avait des taux qui variaient, donc c'est ça qui a, on va dire, empêché certaines personnes de rembourser leurs prêts. Mais ce qui est intéressant en France, c'est que voilà, quand les taux augmentent, aucun impact, on reste bloqué au taux qu'on avait négocié. Par contre, quand les taux baissent, on peut renégocier à la baisse le crédit, alors que eux, les loyers sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en réduisant le montant du taux et en ayant toujours des loyers qui sont fixes, en fait, ça booste mathématiquement la rentabilité du bien immobilier. L'autre partie, c'est la partie patrimoine. Le fait d'investir dans l'immobilier, on se constitue un patrimoine. Quand on est en famille, ça peut être intéressant parce que derrière, il peut y avoir une stratégie de transmission de patrimoine auprès d'enfants, etc. Donc ça peut être également une stratégie. Et bien entendu, la stratégie de revenus, c'est via le cash flow. Donc on va rentrer des loyers. Ces loyers vont entièrement couvrir toutes les charges du bien immobilier, c'est-à-dire crédit, charges, taxes foncières, etc., etc. Et à la fin, il va rester un cash flow positif donc ce cash flow va rentrer, constituer une source de revenus supplémentaire qui pourrait être réutilisée pour investir dans d'autres projets immobiliers. Deuxième sous-partie, éducation financière, l'importance de la recherche et de la formation continue pour améliorer ses compétences en investissement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, alors là, la chance qu'on a avec tout ce qui est Internet, YouTube, donc toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu as recherché ce contenu. Donc aujourd'hui, en fait, on a une source d'information qui est pratiquement infinie, avec tout ce qui est, voilà, maintenant l'AI, on a les YouTube, on a pas mal de formations, etc. Donc, il est important en fait d'identifier des sources de formation telles que les livres, des cours en ligne, il y en a pas mal, des séminaires, des groupes de discussion. En général, quand on investit, on rencontre indirectement ou via le fait qu'on investit d'autres investisseurs. Donc c'est toujours important de discuter, ça donne des idées. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, moi qui ai déjà investi dans plusieurs biens, le fait que d'autres personnes le sachent, en fait, n'hésite pas à venir me poser des questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette série de vidéos pour aider et proposer de la valeur à plus de personnes possibles. Donc la stratégie d'apprentissage, il y a des stratégies pour améliorer ses compétences financières, comme la simulation d'investissement, le mentorat, la participation à des communautés d'investisseurs, se former. On peut être le plus intelligent du monde, on ne peut pas connaître tous les sujets à 100%, donc il est toujours important de se former sur le long terme et dans la continuité. Et c'est important de se former pour tout simplement faire travailler son cerveau et surtout pour éviter de... Alors dans un premier temps pour être curieux et pour éviter de se faire avoir par en fait des personnes qui pourraient justement cacher des informations pour justement abuser d'un manque de connaissances. Donc le fait d'avoir de la connaissance, ça permet aussi de se protéger contre des mauvaises affaires. Et bien entendu, comprendre et maîtriser ce qu'est un actif. En général, un actif, quand on investit dessus, sur le long terme, ça nous apporte, ça nous fait gagner de l'argent, alors qu'un passif nous fait dépenser, nous fait perdre, nous coûte de l'argent. Je prends un exemple, j'achète une télé, la télé en fait, ou j'achète une voiture, la voiture sort du concessionnaire, elle perd 20% de son prix. Demain, j'achète un bien immobilier ou j'achète, je ne sais pas, je donne un autre exemple, une Rolex. Le fait que la Rolex, sur son modèle spécifique, il y a il y a une denrée, on va dire, plutôt rare. Sur le long terme, on va avoir de la demande sur un produit qui est rare et son prix va s'apprécier.
ce qu'il faut savoir sur l'immobilier, c'est qu'en France, là, je pense qu'on est quand même sur le long terme, on a une population qui est, bon, généralement, on a une population qui est plutôt en réduction. On a les personnes âgées on va dire, on a plus de personnes âgées que voilà, au niveau de la pyramide des âges, voilà, les personnes grosso modo font moins d'enfants en France. C'est pareil en fait, dans pas mal de pays développés. C'est pareil pour l'Allemagne, le Japon, la Corée, etc. Et en fait, sur le long terme, on a une perte de population. Mais ce qui veut dire que, voilà, ce qui ne veut pas dire que demain, la population va tomber à zéro, mais on a quand même des personnes qui viennent de l'étranger pour travailler en France, et ces personnes-là peuvent justement constituer prochainement des locataires potentiels, puisque c'est des personnes qui viennent étudier, qui derrière ont des diplômes et qui peuvent travailler en France et se constituer comme locataires. Donc pour revenir à l'immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bien construit sur du foncier. En France, mine de rien, le foncier devient de plus en plus rare. Donc qui dit rareté dit appréciation du foncier, du terrain, mais également des biens immobiliers qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc je parle de biens immobiliers de qualité. Pourquoi ? Parce qu'en général, des biens immobiliers qui sont de qualité, en général, les propriétaires ne veulent pas le vendre, sauf lorsqu'ils sont en difficulté. Quel type de difficulté ? Difficulté de santé, ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Difficulté, voilà, des fois il y en a qui doivent partir à l'étranger dans l'urgence, ou parce qu'ils ont une opportunité professionnelle. Et tout ça en fait va alimenter, on va dire, le marché de l'immobilier. Soit les gens vendent, soit les biens immobiliers sont gardés. Et en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France et dans pas mal de pays du monde, on a une petite partie de la population qui possède la majorité des biens immobiliers. Donc en général, est-ce qu'on considère un bien immobilier comme un actif, comme un asset ? Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'on considère une voiture ou une télé comme un asset ? Non, c'est un passif, bien entendu. Dans la catégorie de voitures, je ne prends pas en compte les voitures de collection qui, elles, sur le long terme, prennent de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'elles sont rares et qu'il y a peu d'exemplaires dans le monde. Ok, donc pourquoi investir dans des actifs a du sens ? Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce graphique, donc il est entre 1991 et 2022, j'aurais même pu prendre un graphique qui, en fait, sur 100 ans, en fait, la logique aurait été la même. Donc là, ce qu'il faut savoir, désolé, c'est en anglais, mais le message est le même. Grosso modo, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce graphique, il y a plusieurs classes d'actifs qui ont été pris en compte. Donc, fixed income, c'est la currency. Grosso modo, le forex, le taux de change. La deuxième partie, c'est le cash. Donc, le cash, c'est tout simplement l'aspect monétaire, l'argent qu'on a sur le compte. Property, donc c'est tout ce qui est immobilier. Equity, c'est tout ce qui est action. Et l'inflation, c'est l'inflation qui va augmenter ou diminuer en fonction du temps et des politiques monétaires des banques centrales. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1991, on part en fait, peu importe l'actif, que ce soit du fixed income, donc du cash, de l'immobilier, des actions, on part avec la même somme d'argent, donc 100 000 $. Sur le long terme, on voit que effectivement le graphique, on va dire, va fluctuer en fonction des événements. Qu'est-ce qu'on voit comme événement ? On voit que donc la première crise, on a eu un crise donc des price bubble, donc il y a une bulle au Japon, donc une bulle des actifs entre 1986 et 92. Donc là, en fait, au niveau de cette crise, on voit que la couleur sur la partie bien immobilier, donc property, en fait, elle a diminué. Il y a eu grosso modo un mini crack. Ensuite, en 1994, bond market crisis, donc ça, c'est tout ce qui est crise des obligations. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que déjà, entre la crise de 86-92 et 94, il y a une augmentation des assets, l'immobilier a repris. On voit que le fixed income et les actions sont plutôt en bonne stature. Ensuite, 97, on a une crise, on a la crise asiatique. Ensuite, 95-2000, on a la crise, donc les dot-com, c'est la crise Internet, la crise Internet. De 9/11, donc 11 septembre 2001, attentat à New York. Ensuite,
2008, crise des subprimes, donc Lehman Brothers faillite qui a généré une crise sur 2 ans. Ensuite, on a la crise de la dette souveraine, vous vous souvenez, la crise grecque en 2010. Ensuite, on a 2015, ralentissement chinois. 2018, sous Trump, on a la trade war, donc la guerre commerciale entre les US et la Chine. 2020, coronavirus. Et ensuite, 2022, on a la guerre Russie-Ukraine. En fait, qu'est-ce qui est important de savoir pour la faire simple sur ce schéma? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les crises, donc effectivement on a des fluctuations au niveau des actions, au niveau du marché immobilier, mais sur le long terme en fait on voit que ce soit bien entendu la classe de type equity action, donc on voit que sur le long terme la classe action en fait elle a toujours surperformé les autres classes d'actifs, mais on voit également que si on sort en fait de la partie taux, donc fixed income, on voit que la deuxième classe active qui a très bien performé, c'est la partie immobilier. La partie immobilière, on voit que peu importe les crises, que ce soit crise Internet, crise de subprime ou crise de tout ce qui est trade war ou de la dette souveraine, sur le long terme, l'immobilier a toujours réussi sur le long terme à se reprendre. Et le point également important, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs tout à l'heure je parlais du hedge contre l'inflation, l'immobilier on voit que sur le long terme il est toujours au-dessus de l'inflation, donc là l'inflation c'est tout ce qui est en gris. Si je vois l'inflation, si par exemple j'ai du cash à 100 000, à la fin j'ai en fait à la fin de 2022, grosso modo j'ai 221 000, sauf que l'inflation elle vaut aussi 221 000, donc à la fin en fait mon cash il a été consommé à 100% par l'inflation, c'est-à-dire qu'à la fin il me reste zéro, alors que l'immobilier en fait a toujours réussi à s'extraire et reste au-dessus de l'inflation, donc effectivement ça valide l'argument que l'immobilier peut être une couverture contre l'inflation, parce que en fait si je fais le delta entre l'inflation à 221 000 versus les 382, le bien immobilier en fait il a fait pratiquement x3, x3.8. J'enlève l'inflation, voilà, il reste la valeur du bien. Bon, après, je ne prends pas en compte les revenus qui ont été générés, mais grosso modo, même le delta, il est positif entre les deux. Voilà, donc ce qu'il faut savoir également, bon, je ne parle pas de bourse, mais la partie bourse, c'est un levier très, très, très puissant pour générer de la richesse. Sur le long terme, bien entendu, soit partir sur des index, soit stock picking, mais sur des valeurs plutôt value de très bonne qualité, mais sans prendre de risques et sans avoir une volatilité, on va dire, qui ferait peur. L'immobilier est une rempart, on va dire, par rapport, bien entendu, à l'inflation, mais là, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe les crises, l'immobilier, sur le long terme, il est toujours up. Et donc là, on est plutôt depuis 91, mais si je prends le graphe sur 100 ans, grosso modo, on a la même tendance. Donc troisième sous-partie, comprendre les bases de l'investissement immobilier. Pourquoi l'immobilier? Concepts clés tels que la rentabilité, l'appréciation de la valeur et les flux de trésorerie. Donc, les différents concepts. Donc le premier, c'est la rentabilité. Qu'est-ce que c'est la rentabilité? En fait, il est important de connaître la définition du concept de rendement sur l'investissement et comment le calculer pour évaluer la performance d'un bien immobilier. Donc, au-delà de juste connaître la définition de la rentabilité, en fait, pour la faire simplement sans rentrer dans des formules mathématiques complexes, l'idée au niveau de la rentabilité, grosso modo, à partir d'un certain niveau de rentabilité, en général, c'est plutôt à partir des 10%, on a les loyers qui vont couvrir en fait toutes les charges annexes du bien immobilier, donc c'est-à-dire crédit, assurance, les frais de maintenance, taxes foncières, etc., etc., et générer généralement un cash flow positif. Donc le cash flow positif, c'est quoi? C'est une fois qu'on a tous les loyers qui sont encaissés, on paye toutes les charges et on a grosso modo de l'argent qu'on peut se mettre dans la poche. Donc quand on a un bien rentable, on peut se mettre de l'argent dans la poche. Quand on a un bien qui n'est non rentable, c'est-à-dire on a un effort d'épargne qui est nécessaire, c'est-à-dire que les personnes vont devoir dépenser, sortir de l'argent de leur poche pour payer les charges. Donc ça, en général, sur le long terme, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc bien entendu, en fonction de la stratégie du bien immobilier, on peut avoir du cash flow versus un effort d'épargne
à faire. Donc ça va dépendre de la stratégie immobilière. Je vais rentrer un peu plus dans le détail dans l'un des prochains slides. Ce qu'il faut savoir également aussi, c'est sur la partie appréciation de la valeur. Donc comment la valeur d'un bien immobilier peut augmenter avec le temps en mettant lumière sur les facteurs qui influent sur cette appréciation. Donc peut-être tout à l'heure, en fait, je parlais de ce point-là. Donc est-ce que par exemple la mairie a engagé des grands projets pour, on va dire, embellir, développer la zone où se trouve le bien immobilier? Je donne un exemple que tout le monde connaît aujourd'hui avec les Jeux Olympiques. Donc on a le Grand Paris, on a les Jeux Olympiques, il y a eu un développement, des transports qui sont arrivés. Donc maintenant on a des zones qui sont loin de Paris et qui ont pris une appréciation immobilière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, quand on a une grande ville, on a un périmètre grosso modo de 100 km qui s'apprécie et on va dire un bien qui se trouve à 100 km peut bénéficier d'une zone dynamique qui se trouverait à 100 km de là. Et bien entendu, la partie flux de trésorerie, que sont les flux de trésorerie et comment les calculer, ainsi que leur importance dans la génération de revenus passifs. Les flux de trésorerie, c'est quoi? C'est les entrées et les sorties d'argent. C'est important de bien maîtriser ça. Pourquoi? Parce que quand on a un crédit à payer, c'est important d'avoir de l'argent sur le compte, de l'argent qu'on a touché peut-être par rapport à des loyers et qui vont permettre de payer ses charges. Quand on a un problème de trésorerie, c'est qu'on a des charges et qu'on ne peut pas payer ces charges parce qu'on n'a plus d'entrée d'argent. Donc c'est important de bien maîtriser ces flux de trésorerie, lorsqu'on a des loyers, bien les mettre de côté. En général, si on veut être safe, en sécurité, c'est peut-être avoir 1 an de loyer sur un compte pour faire, on va dire, se couvrir contre un risque, par exemple d'impayé, etc. Donc voilà, c'est important de générer non seulement du cash flow, mais également de maîtriser la partie flux de trésorerie pour toujours maîtriser la partie entrée d'argent, sortie d'argent et toujours en faisant en sorte qu'il reste un delta qui soit positif et qu'on peut garder sur le compte pour soit faire face à des moments difficiles ou tout simplement à enchaîner sur d'autres opérations. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la pyramide de Maslow, je pense que tout le monde connaît, mais également pour souligner le lien entre la pyramide de Maslow et la partie immobilier qui est très important. Donc, pyramide de Maslow, 5 niveaux, physiologique, sécurité, sociaux, estime de soi, auto-accomplissement. Bon, certains disent qu'il y a 7 niveaux, certains disent qu'il y en a 6. Bon, là, j'en ai pris 5. Donc le premier, c'est la partie physiologique, nourrir, eau, chaleur, repos. En général, on se repose où? Dans un bien immobilier. Donc on dort, on a une chambre, on a un salon, etc. Donc on va dire que la partie matérielle immobilier, donc c'est la base, on va dire, de la pyramide de Maslow. Donc tout le monde a besoin d'être logé, tout simplement pour se reposer, parce que c'est vital de se reposer. Ensuite, on a la partie sécurité. Dans la partie sécurité, donc là déjà on voit une maison. On va voir donc se protéger d'autres personnes, mais on peut aller plus loin et avec tout ce qui est réchauffement climatique, se protéger non seulement du chaud, mais également du froid. Donc pour se protéger de ces éléments climatiques, on va avoir quoi? Encore besoin d'une maison, de se loger. Donc encore une fois, on a un lien avec l'immobilier, donc deuxième niveau de la pyramide de Maslow, et également troisième niveau de la pyramide de Maslow, je mettrai également l'aspect immobilier. Pourquoi? Parce que l'aspect social, famille, amis, communauté, en général, où est-ce qu'on se donne rendez-vous pour voir des amis? Où est-ce qu'on se donne rendez-vous pour être dans une communauté, pour discuter, dans des clubs, etc. Souvent, ce sont des biens immobiliers. Historiquement, les gens se donnaient rendez-vous, les familles, autour du feu, autour du foyer où il y avait la source de chaleur. Et ça encore, c'était au sein de la maison, au sein du bien immobilier. Donc là, en fait, quand on voit le bien immobilier qui est nécessaire, on voit qu'il peut être représenté sur en fait, les 3 premiers niveaux de la pyramide de Maslow. Et après, bien entendu, si on part sur l'investissement immobilier, la confiance en soi, l'excellence, etc., effectivement, on pourrait tout simplement mettre la partie investissement immobilier en fait, dans tous les niveaux de la pyramide de la Maslow. Pourquoi? Parce que l'auto-accomplissement aussi, quand on part sur des opérations immobilières qui sont rentables, on est satisfait de soi-même, on est satisfait de son auto-accomplissement et en général, on a envie d'aller
sur d'autres opérations et toujours d'aller plus loin. Donc voilà, important parce que ça c'est on va dire la base de l'homme avec un grand H. Donc quand on voit que l'immobilier est là, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde parce que tout le monde a besoin de se loger. Ensuite, donc le pourquoi, en fait, si on part sur donc en fait sur les différentes étapes de l'immobilier, donc bien entendu, on a l'importance en fait et la nécessité de comprendre l'investissement, l'immobilier. Donc il y a déjà des bases qui ont été communiquées qui permettent de comprendre ça. Et on va dire ensuite sur les différentes étapes entre la recherche jusqu'à l'achat immobilier, on a donc en point 1, donc pourquoi est-ce qu'on a envie d'acheter de l'immobilier? Est-ce que c'est pour faire du cash flow? Est-ce que c'est pour transmettre à de la famille, à des membres de la famille, ou tout simplement pour acheter un bien qui va se valoriser sur le long terme et pour se constituer un patrimoine? Deuxième étape, recherche, identification du bon bien immobilier rentable. Ensuite, au niveau de l'étape numéro 3, on va voir tout ce qui est négociation, offre d'achat. Bien entendu, il y a des clés dans la négociation pour remporter une négociation et pour ne pas se faire rejeter ou se faire avoir par le vendeur. Ensuite, on a point numéro 4, la réflexion sur sa situation fiscale. Comment acheter un bien immobilier? On sait qu'on va générer des revenus, mais stratégiquement, il ne faut pas perdre ces revenus dans une mauvaise stratégie fiscale. Donc, il est important de réfléchir ou peut-être même de se faire accompagner par un fiscaliste pour être couvert sur un risque fiscal. Partie numéro 5, on a tout ce qui est banque et financement. Le financement est très important. Sans financement, il n'y a pas d'opération immobilière. Donc là, le point numéro 5 est un point qui est clé et très important dans le processus. Ensuite, en étape 6, on va voir tout ce qui est notaire. Comment se sécuriser avec un notaire. Comment on va faire en sorte que le notaire vérifie tout ce qui est nécessaire pour se couvrir et pour ne pas acheter un bien immobilier qui serait à risque en fait. Et le notaire, en fait, il est là pour aider que ce soit le vendeur et l'acheteur. Il se peut que le notaire en fait représente les deux parties. Moi, j'ai fait 2 transactions immobilières où on avait un notaire qui représentait non seulement le vendeur, mais moi-même acheteur. Et le notaire, lui, il a un droit d'objectivité par rapport à ça et il a interdiction de prendre parti avec l'un ou avec l'autre, sinon il peut être condamné et révoqué par rapport à ça. Donc le notaire, très important. Il y a des clauses très intéressantes, très importantes à connaître pour les mettre dans l'offre d'achat, dans le compromis, etc. La gestion IMO, certaines personnes préfèrent gérer le bien elles-mêmes, faire gérer par une personne de leur famille. Moi, personnellement, je préfère gérer par une agence immobilière. Tout simplement, pourquoi? Parce que moi, je valorise le gain de temps. Donc ça aussi, ça dépend de chacun. La gestion comptable, est-ce qu'on fait la comptabilité soi-même ou est-ce qu'on délègue? Ça, c'est important également de savoir. Bien entendu, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Chacun aura une stratégie qui ira dans son sens et qui répondra à ses besoins. Ensuite, on a la partie travaux et maintenance. Donc c'est important de louer des biens de qualité. En louant des biens de qualité, on trouve des locataires rapidement, des locataires qui sont dans le confort et qui ont envie de rester sur le long terme. Et bien entendu, la maintenance, c'est quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un ballon d'eau chaude qui peut nous lâcher. On a toujours un problème, je ne sais pas, de rideaux, de fenêtres, d'évier qui peut survenir à tout moment. Et du coup, c'est important de bien gérer ça et de bien se faire entourer. Et finalement, donc, il y a la partie juridique. Juridique, c'est quoi? On peut toujours faire appel à un artisan qui ne respecte pas les termes et conditions qui ont été négociés au départ, ou on peut être dans une situation où on fait face à des loyers impayés, donc ça arrive, ça arrivera, c'est quelque chose qui fait partie du cycle immobilier, et c'est important de connaître les bases par rapport à ça. Donc dans le cycle de vie d'un achat immobilier, donc j'ai mis X pour excluant la revente. Bien entendu, après on pourrait mettre en étape 11 la partie revente. Mais bon, ça j'en ai pas parlé là parce que moi je suis plutôt dans une stratégie long terme. Et en général, stratégie long terme, quand on a un bien immobilier rentable, en général on le garde, j'ai envie de dire, et on ne le vend pas. Sachant que moi j'ai acheté 2 biens immobiliers à un marchand de biens. Et à chaque fois que je discute avec lui, il me dit franchement, j'aurais pas dû te vendre le bien immobilier parce qu'ils sont rentables et j'aurais dû les garder. Et bien entendu, quand on a un bien rentable, l'idée c'est de les garder pour que ce soit rentable et que ça génère du cash flow sur le long terme.
Ok, pourquoi est-ce qu'on investit dans un bien immobilier? Quand on se pose la question du pourquoi, on se pose également la question de quelle stratégie viser. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Chacun, en fonction de cette situation, aura une stratégie qui sera différente, parce que chacun a une situation qui est différente. On peut avoir une personne qui est mariée, avec des enfants, non mariés, une personne qui voudra prendre des risques, une autre qui est contre les risques. Donc en fonction de ça, il va avoir des stratégies qui sont différentes. Donc là, si j'en liste 4, on a une stratégie, on va dire la première de rendement, de cash flow. Moi, c'est ce que je fais. Donc cash flow, c'est quoi? On va avoir un bien, on va le louer. L'idée, c'est d'avoir un retour sur investissement, une rentabilité qui soit positive, qui apporte du cash flow, donc qui va nous permettre d'encaisser de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est dans une stratégie de cash flow, de rendement, on est dans une stratégie où on va plutôt avoir une gestion un peu plus active du bien immobilier, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus de turnover au niveau des locataires, on va être dans une zone qui va être un peu plus à risque que dans des... Bon, bien entendu, on ne va pas être dans des coupes-gorges non plus, mais on va être dans des zones où on va avoir des locataires qui seront, on va dire, de bonne qualité. On fait en sorte qu'ils soient de bonne qualité en louant des logements qui soient rénovés, etc. Mais voilà, on ne va pas être dans les meilleurs quartiers de France, dans les meilleurs quartiers du Triangle d'Or de Paris 8e. On va être plutôt dans des zones à en devenir. Et en général, on est dans des zones où on a du turnover qui est un peu plus élevé. Ensuite, stratégie numéro 2, on est plutôt dans la stratégie ici patrimoniale. Donc, on va acheter un bien et l'idée, c'est d'acheter un bien qui va se valoriser dans le long terme, plutôt un bien de bonne qualité avec de la bonne pierre, un bien qui va coûter plus cher au mètre carré. Mais là, l'idée, c'est de ne pas faire de rendement, quitte à faire un effort d'épargne et à payer de l'argent et de sortir de l'argent de sa poche. L'idée, c'est de se dire, bon, dans 25 ans, j'ai un bien de qualité que je pourrais soit revendre ou soit transmettre à de la famille, sachant que le bien, normalement, aura pris également en valeur. Donc, stratégie numéro 3, donc là, on est plutôt dans une stratégie de famille, type transmission de patrimoine. L'idée, c'est de s'associer entre des membres d'une famille, femme, mari, enfant, via par exemple, SCI, SARL de famille. Donc là, l'idée, c'est voilà, de répartir des parts. Tout est statué via un acte de notaire et demain, s'il y a une transmission, la transmission se fait naturellement sans forcément avoir de frais de succession complètement aberrants et tout se passe d'une manière la plus transparente possible parce que tout aura été notifié dans les actes faits par le notaire. Quatrième option, l'option d'achat-revente sur le court terme. L'idée, acheter un bien immobilier sous-coté parce que, par exemple, rénovation, travaux à faire. L'idée, c'est de rénover ça, de remettre en vente sur le marché et de viser une marge au moins de 30% pour être rentable sur l'opération. Donc là, pour les expatriés non résidents, c'est un peu, on va dire, challenging parce qu'il faut être très actif, gérer les travaux, être constamment sur les chantiers, etc. Donc c'est un peu compliqué à faire, mais c'est une option qui est tout à fait possible. Donc je termine cette première partie avec des citations de personnes qui sont, on va dire, des références dans leur domaine. Donc première citation de Benjamin Franklin. Je pense que tu connais Benjamin Franklin, tu as forcément dû voir sa tête sur un billet de banque américain. Donc citation, l'investissement dans la connaissance paye toujours le meilleur intérêt. Deuxième citation de Barbara Corcoran, l'immobilier ne doit pas être un mystère, il suffit de comprendre les bases pour ouvrir la voie vers le succès. Effectivement, c'est vrai, quand on est formé dans l'immobilier, on voit les choses avec un spectre de personnes formées et on voit des opportunités alors que 99% des autres ne voient eux que des problèmes. Troisième citation de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, donc il a écrit Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow, donc des bouquins, des livres qui sont très intéressants que j'ai lus d'ailleurs. Père riche, Père pauvre, je crois que c'est un des premiers livres que j'avais lu. J'étais encore à l'école. Donc l'investissement dans la connaissance de l'immobilier est une voie vers la liberté financière. On a Dave Ramsey, américain également, qui dit à peu près la même chose. La connaissance de l'immobilier, le pouvoir qui ouvre les portes de l'indépendance financière, c'est vrai. Et
Dernière citation de Robert Allen, dans l'investissement immobilier, le succès vient à ceux qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour comprendre le marché et saisir les opportunités. Voilà donc cette première partie, Do Something Great. N'hésite pas à liker, à commenter si tu as des questions, si tu aurais fait les choses différemment, si tu penses que j'ai oublié des choses, n'hésite pas à le mentionner en commentaire et également abonne-toi à la chaîne pour m'encourager à continuer et à finir cette série de vidéos. Merci et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.